15 octobre 2017. Bienvenue à tous. Nous dédions cette émission au président Thomas Sankara, un grand leader africain qui a marqué toute la jeunesse africaine. Respect, président Sankara. Aujourd'hui, ce sont les 30 ans de son assassinat. Avec nous, Alioune Tine, qu'on ne le présente plus, et Ahmad Toumari, spécialiste de l'intelligence économique et président du Centre africain pour la nouvelle économie. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, on a beaucoup reparlé du mandat du président de la République, Macky Sall. Des journalistes ont parlé de ce mandat. Certains disent, constitutionnalistes estiment que le président Macky Sall peut briguer un second mandat après en 2024. C'est que lui-même a démenti en disant que la Constitution ne lui permet plus de briguer un troisième mandat. Donc le second mandat, c'est en 2019. Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice aussi, a fait une sortie par rapport à ça. Cela n'empêche pas que le débat continue par rapport à cette affaire bien précise. Alioune Tine, pourquoi en Afrique on a tout le temps des problèmes avec les constitutions et avec les mandats? Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous avez d'ailleurs touché le problème du doigt. On entend rarement en Europe, aux États-Unis, des débats de cette nature sur le mandat. Et également sur deux éléments qui sont des noyaux durs du mandat, que sont la durée du mandat et le nombre de mandats, la limitation de mandats, qui font l'objet d'ailleurs de révolutions en Afrique. Ici au Sénégal, de mon point de vue, il faut essayer de voir le contexte dans lequel nous sommes et qui même influence la lecture de la Constitution par les uns et par les autres. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est en train de vivre un grand moment de suspicion et de défiance. De suspicion et de défiance par rapport au leadership. Parce que nous avons vécu quand même sur ces deux questions fondamentales, de façon, je dirais, cumulative et consécutive, deux reniements venant de deux leaders. C'est-à-dire de deux présidents de la République à la fois. Donc, le premier, c'est-à-dire quand le président Wade, en 2007, avait gagné le deuxième mandat, il avait proclamé de la façon la plus solennelle qu'il avait verrouillé la Constitution sur cette question. Et que lui-même ne pouvait plus faire un troisième mandat. En 2011, c'est Mawahon Wahet. C'est ce que j'appelle le reniement. Et puis le reniement sur une question majeure qui tient à cœur et qui a créé le 23 juin, vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, qui a été un moment historique fondamental pour le pays, non pas seulement parce que vraiment il y a... mais c'est en réalité les idéaux et les valeurs qui ont mobilisé les Sénégalais ce jour-là. Deuxième problème, c'est le président Macky Sall. Il faut relire et réécouter les premières déclarations de Macky. En réalité, qui rassemblaient les idéaux et les valeurs pratiquement qui ont fait la mobilisation du 23 juin. Et surtout, fondamentalement, concernant la durée du mandat, il avait pris une position très avant-gardiste. Si bien que quand vous vous promenez en Afrique ou dans le monde, on regardait les Sénégalais comme des gens très avant-gardistes sur la question de la démocratie par rapport à un président qui est un président extrêmement jeune. Et là, sur la question de la durée, où tout le monde l'attendait, il y a eu un deuxième reniement. Reniement qui a été entériné d'abord quand même par le leadership religieux. Il faut quand même revenir là-dessus, que pendant un moment solennel, ça quand même, ça crée le trouble, ça crée le malaise, ça l'a créé. Et deuxièmement aussi le Conseil constitutionnel. Vous savez aussi, le Conseil constitutionnel, ça peut renforcer les idéaux démocratiques avant-gardistes qui permettent effectivement au pays d'avancer. C'est ça aussi une bonne lecture. Les textes ne sont pas figés. Résultat, il y a cette espèce de défiance, de malaise avec le pavé que notre collègue Babacar Gueye a jeté dans la mare. Là-dessus, ce que je veux dire, ça veut dire que aujourd'hui, je pense que le débat constitutionnel
ne peut pas être, si vous voulez, la voie par laquelle on peut avoir une lecture de cette question. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la société et vivent comme nous cette situation de reniement. Ce n'est pas par hasard qu'on a deux lectures vraiment de constitutionnalistes, d'élite et de renom. Personne ne peut quand même aujourd'hui soupçonner quelqu'un comme Ismaïla Madior Fall ou Mounir Sy comme des gens qui sont tout de même des médiocres en matière constitutionnelle. Moi, j'ai travaillé avec ces gens, ce sont des gens qui sont très bons. Personne ne peut renier également les compétences de Babacar Gueye et également de l'autre constitutionnaliste, comment il s'appelle, Zouanker, qui sont des références dans ce pays. De mon point de vue, il ne faut pas arrêter la lecture de cette question parce que le verrouillage de la Constitution ne peut pas arrêter un président qui est de mauvaise foi, un président qui est machiavélique. Donc, ça s'arrête là, l'expertise constitutionnelle. Si effectivement la probité morale, c'est ça aussi le leadership, si effectivement ces déclarations n'ont pas une probité morale, le respect de la parole donnée, la sacralité de la parole donnée, à partir de ce moment-là, on vit cette confusion et ce malaise dans lequel on est installé. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que ça explique ce qui nous arrive aujourd'hui. Amadou Soumaré, est-ce que les déclarations faites par les uns et les autres, notamment par le président de la République par rapport au mandat, vous rassurent ou pas? Personnellement, moi je pense que en tant qu'économiste et avec du recul, je pense qu'il y a un peu de faux débat dans la mesure où on a eu le 22 juin où les tentatives ont marqué la mémoire de tous les Sénégalais et je pense que ça c'est un signal et aucun président ici au Sénégal donc ne peut venir sans penser ce qui s'est passé au 22 juin. Donc je pense qu'à partir de là, je pense que le fait même de parler de troisième mandat, je peux comprendre que l'article 27, donc les mesures transitoires qu'on ne l'ait pas mis, c'est une discussion, donc je pense, de techniciens qui doivent se rencontrer pour le renforcer. Ça s'arrête là. Mais je pense qu'on a des problèmes vraiment donc dans ce pays beaucoup plus tangents, beaucoup plus urgentes que toujours de nous maintenir à longueur d'année dans des histoires politiciennes. Ouais, je veux dire, à longueur d'année, on a l'impression d'être dans une campagne politique. Et on a des problèmes économiques qui sont là. On ne les parle pas. On parle que politique. Et lorsque le problème de la mesure transitoire de l'article 27 va finir, on va sortir encore autre chose. On va sortir, jusque toute l'année, on va parler que de politique et qui nous rapporte rien. Est-ce que, à votre avis, c'est une stratégie pour les politiciens pour ne pas s'occuper de l'essentiel, c'est ça? Mais le politique, moi, ce que je le reproche, le politique, c'est que faire de la politique, c'est quelque chose de noble. C'est de vivre d'apporter sa contribution dans la vie de la cité. C'est noble. Mais la façon dont je vois la politique, comment elle est faite dans mon pays, ça me désole. Parce que je me dis, aucun parti, vous lui dites, qu'est-ce que vous proposez par exemple sur l'emploi des jeunes? Quelles sont les mesures que vous proposez? Rien. Ils ne font que critiquer. Ils ne proposent rien. C'est des nihilistes. Donc je pense qu'à part de là, le fait d'avoir des pléthores de partis politiques, c'est vraiment donc n'importe quoi. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre les élections passées. Vous voyez, c'est l'argent public qu'ils vont à la télévision, chacun a sa droit de parole à temps égal. On va regarder dans cette liste quels sont ceux qui ont moins de 5%. On les élimine ipso facto. Parce qu'ils ne représentent rien. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Mais on est là, chacun, n'importe qui, demain vous allez au ministère de l'Intérieur, vous faites votre mouvement, votre association, dans chaque quartier, il y en a. Attends, c'est trop, c'est trop. C'est de l'argent public. On ne peut pas défendre ses opinions avec l'argent public. Si vous êtes sûr que vos opinions donc ont pignon sur rue, vous prenez votre argent, vous dépensez le temps, mais vous ne comptez pas sur l'argent public pour pouvoir faire la politique. Le fait même d'amener ces trucs, je pense que personnellement, ça me fait rigoler parce que l'article 27 est là, le référendum est là, le CNRI a été mis en place, le problème du 23 juin est là. Il y a tellement de faits qui font que les gens ne peuvent plus. S'il n'y avait pas de faits, on peut glisser. Mais s'il y a déjà tous ces faits qui sont là et que le gouvernement, donc à son parti, ne sont pas seuls, il a ses alliés qui sont avec lui et qui ne sont pas avec lui, qui veillent. Et je ne pense pas qu'il soit si dérangé que d'aller maintenant dans des histoires. Et puis même de parler de troisième mandat. Qu'est-ce qui leur dit que le président s'est réélu en 2019? Ça veut dire que dans la logique qu'ils mettent de 2024, ça suppose que le gars, il est déjà, d'après eux, donc d'après la logique, il est déjà ipso facto élu.
Ça pose problème. Ça veut dire que quelqu'un qui parle de 2024 et il y a des élections de 2019, de troisième mandat, qui leur dit que le gars, il va avoir le deuxième mandat. Mais malgré tous ces faits, est-ce que ce n'est pas un point de confiance qui se pose justement dans la gestion de la classe politique du Sénégal, de façon globale, opposition, pouvoir, société civile, population? Il y a un point de confiance qui se pose, apparemment. Non, mais j'ai dit, aujourd'hui, le grand mal, c'est la confiance, c'est la défiance. La défiance est totale par rapport au leadership. Il y a un exemple très clair. Effectivement, au niveau aujourd'hui de l'alliance du parti au pouvoir, vous avez des gens, effectivement, qui ont porté les assises nationales. Les assises nationales, de mon point de vue, après le 23 juin et l'alternance de 2012, mais il est évident que tout le monde se disait, aujourd'hui, nous avons un instrument avec la CNRI qui nous permettent effectivement d'avoir une gouvernance sur laquelle peut-être il y aurait aujourd'hui un consensus. Mais il est important aussi de préciser que l'Assise nationale, que le PDS qui était au pouvoir n'était pas d'accord. Non, le pouvoir n'était pas d'accord à l'époque. C'est important. Et pour des raisons très claires. Parce que si on parle d'Assise nationale, on a l'impression que c'est tout le Sénégal qui est d'accord. Non, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Non, d'ailleurs, le débat que vous posez est extrêmement important. C'est important de le préciser. C'est que les raisons pour lesquelles, je veux dire, on a combattu Abdoulaye Wade, pour dire nous ne voulons plus d'un régime de cette nature, c'est de dire, écoutez, on travaille, on va faire les assises et on va réformer les institutions, on va réformer la manière de gouverner le Sénégal, on va réformer l'exercice du pouvoir avec des institutions nouvelles, indépendantes qui pourraient contrôler effectivement l'action gouvernementale, aussi bien sur le plan de la gouvernance économique, politique, juridique et autres. C'était ça, c'était une alternative par rapport à ce que Wade nous présentait et qui a été, il faut aussi le dire, et aujourd'hui d'ailleurs, il en souffre énormément. Ça veut dire d'avoir déconstruit systématiquement les institutions de la République. Et c'est ça aussi un des aspects populistes, et vraiment de dire, moi j'ai l'exclusivité vraiment de la légitimité politique et morale, je fais ce que je veux. Et là, on a proposé une alternative pour que le pouvoir présidentiel, qui est un pouvoir hypertrophié, c'est ça le problème partout en Afrique, qui font que les seuls éléments qui puissent arrêter le pouvoir aujourd'hui, c'est la limitation et la durée, pas autre chose. Parce que l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, la justice, elle est instrumentalisée, il faut le dire, et puis les institutions démocratiques indépendantes, les institutions nationales, vous prenez le Comité sénégalais des droits de l'homme, vous mettez un partisan, alors que sa vocation c'est d'avoir une personnalité de la société civile indépendante. Prenez aujourd'hui la médiature, sa vocation c'est d'être indépendante, de défendre les citoyens comme le M. Ousmane, être contre l'État, en face de l'État. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Vous pouvez prendre l'OFNAC, sa crédibilité était très élevée au départ quand on l'a présenté. Aujourd'hui, c'est la défiance. Donc, la question de fond, quand on a fait les assises, c'est justement de dire une réforme profonde des institutions, une réforme profonde de la manière d'exercer le pouvoir, une réforme qui permette au pluralisme politique d'exister. Aujourd'hui, la mort du pluralisme politique, vous le voyez à la RTS. La RTS, sa façon de gérer le pluralisme au Sénégal, je pense que même du temps de Abdou Diouf, on avait beaucoup plus de pluralisme qu'aujourd'hui. C'est une clôture totale. Donc, il me semble qu'il est bon, au-delà des plateaux de télévision, des plateaux de radio, que vraiment on mette des mécanismes pour discuter et débattre de notre démocratie, de la façon la plus sereine, la plus plurielle et la plus inclusive. Ouais, c'est le constat qui est arrivé dans ce pays. Il n'y a plus de débat au Sénégal sur des questions majeures, essentielles. On est dans l'invective, dans l'insulte et surtout dans les débats au ras de pâquerette. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour que ces questions fondamentales soient débattues et pour que les Sénégalais puissent comprendre mieux? Je pense qu'il y a des débats, il y a beaucoup de débats, mais c'est des faux débats ou des débats qui n'apportent rien au Sénégal. Des débats, il y en a, c'est-à-dire que mais ça n'a pas d'utilité. C'est comme je vous ai dit, donc de faire une élection politique pendant toute l'année. Lorsque vous regardez les journaux, chaque jour, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, mais politique. C'est-à-dire que des débats, ce n'est pas des débats qui concernent le lambda des Sénégalais. Le lambda des Sénégalais, c'est ça que je vous dis, c'est des jeunes qui cherchent de l'emploi, qui cherchent... Voilà, il y a 200 000 jeunes qui sortent chaque année
donc qui cherchent de l'emploi. Est-ce quelque part, ici, c'est pas la responsabilité de la société civile qui a déserté l'espace public? Non, la société civile, je pense qu'il y a avec le Michel Huntine, là? Il y a des mouvements de société civile qui sont, il y a des mouvements de la société civile qui sont là, je devine, parce que sinon, on ne parlerait pas de la société civile. Donc, il y a des mouvements de la société civile qui sont là, donc, qui régulent plus ou moins, parce que il y a beaucoup de mouvements, donc, qui se font entendre. Le problème, il n'est pas là. Le problème est que il faut que le débat soit centré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Donc aujourd'hui, on a une population, plus de 62% de jeunes de moins de 20 ans, moins de 30 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? Et sur ces 60% donc de jeunes moins de 30 ans, vous avez 90% qui n'ont pas de formation professionnelle. Et imaginez donc tout ce taux de jeunes aujourd'hui, donc il y a des milliards qui sont dépensés pour l'autonomie des femmes, l'autonomie des trucs des jeunes. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème est que le pays doit être vraiment constant dans sa politique de résultats qu'il a signée déjà depuis 2005, avec la gestion axée sur les résultats. De voir, lorsque on dit qu'on va former 100 personnes, au moins 80 ou 90 personnes et un emploi sont dans l'employabilité, mais ce n'est pas de former ou d'accompagner 100 personnes et après-demain vous allez trouver les 99 et à reformer encore. Donc c'est du gaspillage de trucs. Le problème n'est pas là. Le problème est que le débat c'est bien, mais il faut qu'on aille dans ce que les populations de base attendent. Leur attente, ce ne sont pas les grandes théories de Galimatia dans les télévisions et dans les trucs. Et les journalistes sont en quelque sorte aussi responsables parce que c'est eux qui alimentent tout ce faux débat là à longueur d'année. Oui. Michel Huntine, le reproche que beaucoup de gens font à beaucoup de Sénégalais, c'est que quand il s'agit des questions politiques, chacun sort, chacun en parle, les gens prennent fait et cause. C'est la Constitution, c'est vrai, c'est très important. Mais quand il s'agit des populations, de santé, d'emploi, de misère, de pauvreté, d'agriculture, c'est le désert total. Bien sûr. Je ne suis pas totalement d'accord. Comme vous m'avez attaqué, je reviens. Je ne parle pas. Je dis le mécanisme. Je vous taquine. Non, je sais que vous taquinez, très bien. Mais attention, ce que vous dites aussi, vous pointez le doigt sur un problème qui est sérieux, qui est grand. Il faut se dire, mais pourquoi effectivement nous assistons à une espèce d'affaiblissement de la société civile? Parce qu'Huntine, à lui tout seul, ne résume pas la société civile, loin de là. Il y a beaucoup de gens dynamiques et engagés. Absolument. Mais je dis, le mécanisme qui est en train d'affaiblir tous les contre-pouvoirs ne protège pas aujourd'hui la société civile. Une société civile, c'est à l'État de renforcer la société civile. Regardez les États européens. Ils ont mis des mécanismes de financement de la société civile pour protéger son indépendance. En disant, vous, qui êtes effectivement les privés, si vous financez la société civile, vous ne payez pas d'impôts. Mais c'est comme ça que vous avez les grandes fondations américaines aujourd'hui qui sont en train de vendre les valeurs américaines de liberté partout dans le monde. Mais les Africains ne réfléchissent pas sur la société civile. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on ait des positions très claires. Maintenant, je ne pense pas effectivement qu'il y a le désert total sur les questions sociales. Hier seulement, j'ai vu la société civile. Oui, parce qu'aux États-Unis, les fondations dont vous parlez, on relève ce qu'on appelle l'échelle de Maslow. Les gens arrivent à se soigner, à aller à l'école. C'est pourquoi ils peuvent défendre certaines idées. Mais aujourd'hui, dans nos pays, c'est important d'abord de régler le problème d'alimentation. Non, attention. Aujourd'hui, il y a 15 millions de personnes aux États-Unis qui mangent grâce au ticket. C'est ça qui amène le populisme aujourd'hui. Il y a des dysfonctionnements énormes de l'économie mondiale qui créent aujourd'hui pratiquement quelque chose qui nous échappe à nous tous. Et dans nos pays, ceux qui n'arrivent pas à manger à midi dans nos pays tous les jours. Non. Ils ont besoin d'être... Non, il y a même la famine en Afrique. Dans de grands pays comme le Nigeria, dans les pays où il y a des conflits, au Soudan, ailleurs. Et même ici, dans ce pays, il y a une misère dans ce pays qui est inqualifiable. Est-ce que ces questions ne méritent pas autant d'attention que des questions politiques? Mais vous touchez du doigt des problèmes qui sont des problèmes fondamentaux. C'est la question de l'inégalité. Et c'est la question de l'exclusion, vraiment de nombre extrêmement important, vraiment des populations. C'est là où, effectivement, ce que Soumaré dit... par rapport à la réflexion sur la politique, et parce que nous avons besoin effectivement de politiques qui soient, comment dirais-je, légitimes et qui soient crédibles. Parce que sinon, c'est même nos États. Si nous n'avons pas des partis politiques qui sont des partis conscients, qui sont des partis qui ont un idéal démocratique et effectivement qui s'engagent pour l'intérêt du pays et non pas la carrière, non pas la famille, et non pas... C'est ça qui a menacé d'effondrement
un certain nombre d'États africains, parce que ce sont les États africains eux-mêmes, ce n'est pas l'Occident, ce sont les Africains eux-mêmes par leur irresponsabilité, et souvent les élites qui provoquent les effondrements des États. Jusqu'au Mali, vous pouvez faire quand même les analyses les plus sérieuses. Donc au Sénégal, on dit attention, parce qu'on ne peut pas aller pour dire nous formons une alliance parce que tout simplement nous recevons en contrepartie un financement. Donc la question du financement pour l'existence même de l'État, la continuité de l'État et le renforcement de notre démocratie, c'est important. Il faut que ça soit transparent. Et les gens oublient souvent que cette question s'est posée avec l'alternance de 2000. Je me rappelle, c'était El Hadj Mbodj à qui on avait demandé de faire un projet pour le financement des partis politiques. Ça a été rangé par le président, qui préfère peut-être, avec une manne qu'il a, mieux contrôler les partis politiques qui sont là. Moi, je pense que les partis sont interpellés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une décomposition. Est-ce que si les présidents se comportent comme ça avec les partis politiques, c'est parce qu'ils connaissent la vénalité, justement, de ces dirigeants des partis politiques? Moi, je pense que si qui sont des rentiers. Si on joue sur ce terrain, on va aboutir à une déliquescence totale de l'État. Totale. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, la société civile donc, est un poids important. La politique, elle est importante. La politique, c'est très important d'avoir des hommes politiques, mais des visionnaires. Et des gens qui comprennent qu'aujourd'hui, faire de la politique de ce qu'ils faisaient en 60 et faire de la politique aujourd'hui en 2017, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le politicien, c'est un technico-politique. Parce que nous sommes pas des nombrilistes, nous sommes dans une société ouverte. Nous sommes au 21e siècle. On n'a pas de problème de régler au Sénégal, mais on a notre problème de développement, il est de la vision régionale et internationale. Et donc, lorsqu'on pose des actes, on doit avoir multiples façons de regarder les choses. Mais aujourd'hui, vous voyez un analphabète qui comprend rien du tout. J'ai dit rien du tout sur les problèmes donc des stratégies internationales, sur les problèmes internationaux, ni sur les problèmes régionaux, qui veut être donc un grand politicien dans ce pays. Et je me dis que mon avenir, il va le gérer. Et il va le gérer, il ne comprend pas les tenants et les aboutissants au niveau de ce qui se passe au niveau international. Parce que ça a des relais et des impacts directement dans ce que nous vivons. Et c'est ça le problème qui se pose. La société civile, elle doit être au cœur des décisions. Être au cœur des décisions. Lorsque vous prenez par exemple ce gouvernement qui s'est constitué, je ne vois pas de membres de la société civile dedans. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Lorsque vous allez en France récemment, vous avez des personnes de la société civile. Lorsque vous allez aux États-Unis avec Trump, il a amené des gens de la société parce que c'est du sang neuf et des compétences qui doivent apporter leurs connaissances et leurs compétences et leurs expériences dans ce qui s'est fait dans le pays. Si les politiques, uniquement politiques, avaient vraiment donc de la crédibilité, pouvaient développer le pays, on ne s'en serait pas là depuis 1960. C'est vrai qu'il a raison. Oui, monsieur Tid, oui, allez-y. Il ne faut pas utiliser la société civile comme une caution dans un gouvernement. Il faut qu'il apporte réellement, ça veut dire ce qu'elle est. Mais si c'est pour arriver et se dissoudre, là ça pose des problèmes. Donc il me semble que aujourd'hui notre grand problème... Mais il ne faudrait pas aussi, comme l'avait dit Abdoulaye Wade, que certainement la société civile se part du manteau de la société civile en tant que vrais politiciens derrière. Mais attendez, moi je pense que la mobilité, société civile, société politique, c'est bon pour la société. Ça c'est mon avis personnel. Parce que vous le voyez, vous avez des gens qui sont d'anciens présidents qui reviennent dans la société civile, qui font du volontariat. Est-ce que ça ne dépend pas de leurs intérêts aussi quelque part? C'est pas une question d'intérêt, c'est une question de dire, écoutez, vous savez, faire des choses humanitaires, c'est des choses éminemment nobles. Oui, mais il y a des élémentaires éminemment gratifiant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que même cette partie qu'on pouvait donner à des volontaires et aux gens, maintenant, vous voyez, les pays africains, ils les accaparent. C'est la femme, etc. Alors que ça, c'est l'action de la société civile. Donc, moi, je dis, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous avons, pas seulement en Afrique, pas seulement au monde, mais au Sénégal, nous avons quand même une crise qui est une crise de défiance majeure par rapport à la politique, par rapport au leadership politique, par rapport à la vision politique, par rapport à la gouvernance. Parce que tout se résume à l'élection et à la prochaine élection et à l'exercice du pouvoir. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire à Soumaré pour régler cette question de défiance et de pouvoir et d'élection? Ce qu'il faut faire, c'est de régler. Revienne sur ces pieds démocratiques où le débat est serein, où on parle de choses importantes pour l'avenir de nos enfants. C'est de régler deux choses. Lesquelles? Deux fondamentaux. Le leadership et la gouvernance. Ce sont les deux choses à régler.
La gouvernance, pourquoi? Parce que il faut que les gens comprennent, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour apporter sa contribution. Le constat qu'au Sénégal, mais justement, parce que c'est pourquoi je parle de gouvernance. Parce que la plupart des gens qui viennent en politique, pas tous, la plupart, c'est donc des gens qui ont failli, qui ont échoué et qui viennent se renflouer dans la politique pour pouvoir trouver une carrière. La plupart, c'est pourquoi j'ai parlé de gouvernance. Que les gens doivent comprendre que quand on vient apporter sa contribution, c'est pas pour s'enrichir sur le dos de l'État. Quand je vois donc des discussions que j'entends donc à la télé, à la radio, dans les journaux, les HCCT, des gens qui réclament des passeports diplomatiques, je me dis, mais il y a un problème de voitures, des histoires matérielles. Au lieu de se dire, qu'est-ce que je peux apporter dans cette institution pour pouvoir apporter quelque chose, ils se disent, ils sont en train de se battre sur des histoires de voitures, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'ils ont vu de l'autre côté des députés qui exigent d'avoir 2 voitures. Donc c'est vraiment démentiel. Je me suis dit, il y a un problème de gouvernance. Quelqu'un qui veut apporter quelque chose pour son pays, il n'y a pas besoin donc de commencer par exiger des passeports diplomatiques, exiger des voitures de luxe. Attends, il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans un pays comme le nôtre. Ce qu'on doit faire, c'est d'une part de mettre la gouvernance. Et une bonne politique de gouvernance, ça suppose une certaine indépendance de certaines organisations qui jouent le rôle de régulateur. Tout à l'heure, M. Tine a parlé de l'OFNAC. L'OFNAC, normalement, dans ses statuts, doit avoir une indépendance. La CENTIF, dans ses statuts par rapport aux recommandations du GAFI, doit avoir un truc d'indépendance. C'est ça qui, dans les recommandations du GAFI... Est-ce que pour rendre ces institutions indépendantes, il ne faudrait pas faire des appels à candidature, que ces directeurs, le président, ne soient pas nommés par le président? Non, l'appel à candidature, c'est une chose. Le président... Parce qu'ils sont nommés par le président et surtout quelque part dire qu'il est redevable. Non, c'est-à-dire que le problème de redevabilité, c'est ça le problème. Quelqu'un qui vient, qui apporte dans un gouvernement, dans une institution républicaine, il apporte ses compétences, son savoir-faire. Quand vous êtes là pour être redevable, ça suppose qu'il y a un problème de compétences. Si vous êtes là, que vous n'êtes pas là, que vous êtes là, ça marche. Donc l'essentiel est que moi je suis dehors, j'apporte mes idées, je contribue. Je suis dedans, j'apporte mes idées, je contribue. Mais je peux se dire, je ne sais rien faire. Donnez-moi la place, je vais chauffer le fauteuil. Attends, il y a un problème. Il y a un problème parce que de crédibilité même de la façon de gouverner et d'avoir même de leadership du Sénégal. Le leadership, tout à l'heure, donc on en a parlé, au niveau régional, au niveau international. Le Sénégal a un très grand leadership. Mais les Sénégalais ne le savent pas. Nous qui sommes à l'étranger, je vous assure que donc lorsque le Sénégal, on en parle dans certaines entités, c'est du respect. C'est du respect. Ici, on ne le sait pas. Savez-vous que donc le président du Sénégal a été l'un des rares présidents, a été accueilli en visite officielle en Chine. Même les plus grands pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, ne l'ont pas été. Pourquoi? Il y a un problème qui se pose, c'est que nous avons quelque chose de très précieux, mais on est en train de le piétiner. Le Sénégal est respecté à l'international. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Précieux et piétiner, ça nous permet d'aller au deuxième point de nos débats par rapport aux écoles. À l'éducation nationale, il y a aussi Lim qui pose problème aujourd'hui, où la Turquie, quelque part, a demandé au Sénégal de transférer les compétences qui étaient dévolues à Yavuz Selim, à Marif, du gouvernement turc. Ça pose un réel problème au Sénégal, surtout pour l'avenir des enfants qui sont dans ces écoles-là. Est-ce qu'aujourd'hui, si tout le monde se rue vers ces écoles comme Yavuz Selim, ce n'est pas l'échec du système éducatif du Sénégal public? C'est vrai que vous ne pouvez pas vraiment avoir, si vous voulez, un avenir en tant qu'État si vous n'avez pas une bonne éducation, si vous n'éduquez pas bien. Et si vous n'avez pas effectivement une vision claire de l'éducation nationale au Sénégal. Et une vision inclusive de l'éducation au Sénégal. Ça, c'est un problème que vraiment nous ne pouvons pas régler. Il y a eu beaucoup de réflexions. Mais il est évident que si nous continuons comme nous le faisons, demain, nous allons terminer comme... On ne va pas plus exister. Moi, je soulève, par exemple, un problème, vous m'excusez, hein, allez-y, fondamental. C'est aujourd'hui la transition climatique, la transition énergétique. Ici, à côté, à Rufisque, sur la petite côte, à Saint-Louis, il y a une bonne partie du territoire national qui disparaît. Est-ce qu'on en discute? C'est des détails. Or, c'est des choses indicatives qui sont extrêmement importantes pour l'avenir même, je dis, du Cap-Vert. Est-ce que le Cap-Vert, dans 50 ans, dans 100 ans, va exister? Moi, je pense que voilà des questions clés sur lesquelles on doit discuter. Voilà, il y a l'autre qui a sorti, Haïdar,
le Sénégal est une catastrophe écologique. L'écologie n'est jamais une préoccupation pour les Africains. Je pense qu'il est temps, parce que nous subissons, avec toutes les voitures qu'on a ici, notre littoral qu'on est en train de bousiller. Nous sommes en train de nous empoisonner et d'empoisonner la vie vraiment des Sénégalais qui vont venir après nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a des questions comme ça. Et fondamentalement, ça, comme il a dit, si la question de la gouvernance n'est pas posée, si la question du leadership, qui est fondamentale, n'est pas posée, et de l'éducation. Et vous avez commencé d'abord par chanter Sankara. Pourquoi aujourd'hui Sankara est une figure majeure de la jeunesse, des gens qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas vu, qui l'écoutent, et même, je dirais, un symbole sur le plan international, parce que toute la presse internationale en parle. D'abord, c'est l'impérialisme. Il a dit une vision anti-impérialiste, même si c'est primaire, même s'il faut la retravailler, ça veut dire cette pensée de Sankara. Et de deux aussi, c'est l'état modeste et la transparence. Et l'éducation. Et l'éducation. Je reviens sur l'éducation sur Yavuz Selim. Aujourd'hui, je pense que la chose la plus manifeste, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui les leaders qui ont les moyens, qui ont leurs enfants qui étudient ici sur place. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance aux institutions qui sont sur place. Je prends une deuxième chose. La plupart de leurs enfants sont à l'extérieur. Ou dans les écoles françaises. Dans les écoles françaises. Vous avez nos hôpitaux. La plupart de nos leaders, ils meurent en Europe. Et on les renvoie ici. Voilà deux choses. Sont liées à l'éducation. On ne peut pas dire qu'on manque de médecins, on manque de trucs. Mais vous allez dans les hôpitaux, c'est la pauvreté. Alors, où va l'argent? Et c'est ça la question de la gouvernance. C'est ça la question des priorités. Quelles sont les priorités? L'éducation est une priorité de priorité. Mais comment régler la question par rapport à notre budget? La question sur les évacuations sanitaires. Beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi les étudiants marocains et tunisiens sont formés au Sénégal et que c'est au Maroc et au Sénégal qu'on va soigner. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les plateaux techniques au Sénégal avec cet argent pour soigner les Sénégalais au Sénégal? Mais vous gagnez de l'argent? Vous mettez des plateaux techniques, mais les gens viendront, même en Europe, ils viendront se soigner ici. Mais c'est ce que l'Inde a fait. Il y a une mafia derrière tout ça. Je pense que Rocard, là, qui a été malade, il a été soigné en Inde. Il y a une mafia derrière la transfert. Moi, je ne veux pas parler de concept de mafia, mais il est évident que la corruption est un cancer qui gangrène la société, qui gangrène nos institutions, que ce soit administrative ou autre, ou partout. Donc ça aussi, c'est une question. Je pense qu'il y avait toutes ces questions étaient abordées par les assises pour voir comment réactualiser la gouvernance, renouveler, réformer les institutions. Mais tout cela, on a aussi mis ça de côté. C'est pas trop tard pour bien faire. Sur l'éducation, Mohamed Soumaré, par rapport à Yavuz Selim et ce qui est pour les rapports de force entre les États, où les Turcs aujourd'hui financent l'AIBD, où les Turcs financent aujourd'hui le centre Abdou Diouf, ils ont le mot à dire peut-être sur leurs universités qui sont au Sénégal. Bien, ce que je peux dire en préambule, c'est que gouverner, c'est avoir de la vision, et gouverner, c'est être responsable de ses propres intérêts. Ça, c'est le préambule. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, que nous sommes au XXIe siècle, je l'ai précisé tout à l'heure. Et toutes les grandes batailles du XXIe siècle, toutes les grandes batailles tournent autour de la connaissance. L'intelligence économique, stratégique. Les stratégies d'intelligence économique, de la connaissance. C'est pourquoi qu'on parle aujourd'hui de l'industrie de la connaissance. Toutes les grandes batailles, aujourd'hui, vous prenez les technologies de l'information. En Corée du Sud, il y a un ministère uniquement chargé de la connaissance. Aujourd'hui, la Corée du Sud est le seul pays au monde, le seul pays à avoir un ministère totalement axé sur l'industrie, sur la connaissance. Totalement. C'est pourquoi ils fabriquent Samsung. Et aujourd'hui... Même j'ajoute, en matière d'éducation, c'est le premier pays au monde. Oui, non, j'ai dit parce qu'ils ont compris l'importance de la connaissance dans le développement. Lorsque vous avez aujourd'hui, je parlais d'Internet, vous avez les contenus. Déjà, nous, en 2000 à Paris, on a avec la Banque mondiale, on a créé, donc on dit Sopel, parce que Sopel, donc, est créé en 95 à Paris. En 99-2000, on a commencé les forums intelligence économique et développement. Le premier thème, c'était sur les technologies de l'information par rapport au développement de l'Afrique. Vous savez qu'en 2000, la situation s'est retrouvée comme si nous étions dans une course de vitesse et que l'arbitre siffle
qu'il y a un faux départ, tout le monde prend le même départ. Ça veut dire que tous les pays étaient sur le même pied de départ. On va recommencer le départ. On était sur le même pied de départ que tout le monde. On a attiré l'attention sur les contenus. Attirer l'attention sur, aujourd'hui, les contenus, c'est tout ce qui concerne l'aspect donc de la connaissance. Pour faire cette transition par rapport à Yao Selim, aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'a même pas, au XXIe siècle, un ministère chargé de l'économie numérique, de l'économie de la connaissance. Et aujourd'hui, tout le développement qui vont venir va tourner autour, 80% des métiers vont tourner autour de ça, des futurs métiers. Et on n'a pas un ministère qui s'occupe essentiellement de ce problème rivé par rapport à l'emploi. Par rapport à Yao Selim, comme je disais tout à l'heure, il y a un problème d'intérêt national. Il y a un problème aujourd'hui de bataille au niveau de la connaissance. Yao Selim, qu'est-ce qui se passe? Il y avait donc Fethullah Gülen, qui était un ami du président actuel de la Turquie, et qui avait son organisation, donc Basken, qui met partout donc, des écoles. Au Sénégal, il y en a 15 écoles. Et sur ces 15 écoles, on compte au Sénégal à peu près 3500 des élèves. Il y a à peu près 700 professeurs sénégalais qui sont sur place. Le problème qui se pose, c'est un problème de souveraineté. Vous savez, donc, lorsque l'État prend des actions, prend des positions, c'est par rapport à sa souveraineté. Lorsque vous avez donc l'État sénégalais qui descend ses souverainetés, il y a des choses qui ne se disent pas dans les journaux. Il y a des choses que les journaux ne savent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, il est un problème stratégique. Ce qu'on peut voir, c'est que, donc, au niveau de l'AIBD, donc, au niveau de trucs, mais les Turcs ne nous donnent pas l'argent. Même si c'est des prêts, il faut les payer. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est des facilitations, ce ne sont pas des dons à fond perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Même si quelqu'un vous aide, il vous prête. La Banque mondiale ne sont pas des trucs. Ils vous prêtent de l'argent, vous payez. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème n'est pas là. Le problème, il est que, l'autre jour, vous avez entendu des terroristes qui sont attrapés à la frontière. D'où vient cette information? La coopération turque, parce qu'il y a la coopération judiciaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la coopération judiciaire entre les États. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va parler à la télévision, dans les journaux. Vous voyez ce que je veux dire? Les États ont des intérêts qu'ils gèrent eux-mêmes. Il se trouve aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est international, c'est géré au niveau de la présidence. Ça, c'est les trucs régaliennes qui sont comme ça. Il y a des intérêts stratégiques que nous, toi ou moi, donc on ne nous met pas dans la confidence. Moi, je peux en avoir ces informations parce que donc je suis au niveau de la gouvernance des personnes que je travaille à travers le monde. Mais le problème qui se pose, c'est que le journaliste, la personne qui traduit cette information, il lui manque quelque chose pour qu'il puisse... On voit que le côté que l'État veut fermer. C'est pas ça le problème. On est dans un problème de souveraineté. Qu'est-ce qui se passe dans ce problème donc de l'école Yao Selim? Donc l'État, donc par solidarité et par son intérêt, donc par rapport à son pays, donc a été averti par rapport à la fermeture de ces écoles. Et qu'à partir de là maintenant, ils ont décidé de voir. Ça a été fait au Maroc, ça a été fait dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont complètement fermé. Il y a des pays qui ont... non, c'est-à-dire qui ont complètement fermé Yao Selim. Il y a des pays, par exemple, du fait qu'il y avait Marif, donc ils ont essayé de substituer Marif à Basken. Vous voyez, de Basken à Marif pour reprendre le truc sortir. Au niveau du Sénégal, dans le cadre de l'intérêt national du pays, donc la proposition au niveau du Sénégal a été, ok, donc vous voulez que ça continue, mais donc on est au cœur, on supervise la chose. De mettre un proviseur, de mettre des trucs sénégalais. Vous n'allez pas en France ou aux États-Unis avoir l'éducation, la formation donc de la connaissance de ces jeunes avec des étrangers. Ça n'existe pas. Moi j'ai fait, donc j'enseigne aux États-Unis, à Chicago, j'enseigne à Paris. Ça n'existe pas parce que c'est un problème de souveraineté nationale. Il faut qu'on accepte aussi que nous ayons notre souveraineté nationale à accepter ce qui ne nous arrange pas. Souveraineté, parlons-en avec Thomas Sankara aujourd'hui, 15 ans après sa mort. La jeunesse africaine reste collée à ce leader Thomas Sankara. Que reste-t-il des idéaux de Thomas Sankara en Afrique aujourd'hui? Moi, je pense que derrière ce qui s'est passé au Burkina Faso, je pense que ceux qu'on appelle les sankaristes sont beaucoup dedans. Et je pense qu'il y a une espèce de retour à l'état modeste, une espèce de retour aux façons d'Anfani, une espèce de retour à la vertu.
du moins dans l'opinion, dans les recommandations de l'opinion et puis les revendications populaires au Burkina, je pense que tout ça, c'est Sankara. Mais au-delà, justement, c'est ça mon problème, au-delà du Burkina Faso, quand tu ouvres Internet et tu regardes les jeunes qui se réclament de Thomas Sankara, qui remettent les photos de Thomas Sankara, pratiquement toutes ces années, vous le voyez. Vous voyez les rappeurs, les Awadi, avec les films, avec tout ce qu'ils font. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le leadership en Afrique. Des gens qui effectivement croient en l'Afrique. C'est ça le problème. Qui croient au continent. Ceux qui croient en eux et qui croient au développement, je veux dire, autogéré, parce que, et puis au volontarisme politique. C'est-à-dire qu'il y avait un moment. C'est vrai que du côté de Sankara, il y a eu des dérives avec les CDR et pas mal de choses. Je pense que tout ça, il faut l'analyser aussi parce que ce sont ces erreurs peut-être qui ont permis aux autres de prendre le pouvoir. Mais il y avait quelque chose qu'on mettait en place en mouvement. C'est formidable mobilisation de population pour le développement de façon globale. Il y avait une vision. Et c'est cette vision qui est en train d'être mise en œuvre sur le plan social, sur le plan des bâtiments, sur le plan de l'industrie textile, sur beaucoup de choses. Et puis il y avait cette espèce de générosité infinie, immense, avec l'adhésion auprès du peuple qui fait que aujourd'hui, il y a un grand vide, il y a un manque de leadership. Et maintenant, les gens retournent à Sankara, à Cheikh Anta Diop, et même à Sékou Touré. Oui, mais cette leadership que Sankara a montré en Afrique, au Burkina Faso, où tous les jeunes Africains aujourd'hui se reconnaissent en Thomas Sankara, mais quelque part, ce sont même ses compagnons, eux-mêmes, qui ont pu liquider Sankara. Parce que aussi, peut-être que ces leaders-là sont combattus dans leur propre pays. Moi, je pense que cette discussion même autour de Sankara a des limites. Parce que Sankara, je pense que les jeunes d'aujourd'hui le vénèrent par rapport à sa position d'anticolonialiste. Mais Sankara n'a pas fait de miracle dans son pays pour apporter de l'emploi des jeunes, pour apporter son truc dans son... comme l'état d'esprit. Non, c'est important. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les jeunes sont désœuvrés. Je vous dis tout à l'heure, les 200 000 jeunes qui sortent sur le marché chaque année. Et que quand on est désœuvré, c'est comme des jeunes que les islamistes en brigade pour aller poser des bombes. Parce qu'ils sont désœuvrés. Le problème qui se pose quand on n'a pas de repères, de référentiel, on prend tout ce qui vous touche par la main. Le problème de Sankara, je n'ai rien contre Sankara. Il a lutté contre l'impérialisme pour son pays, pour son intérêt national. C'est tout à fait normal. Il a été liquidé par ses propres compagnons qui l'ont trahi. Donc ça, c'est connu. Donc le problème qui se pose maintenant, aujourd'hui, moi, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que Sénégalais ou Africain, c'est de me dire, Sankara a fait sa bataille. Nous ne devons pas rester là dans des icônes, mais c'est de voir à partir de ce qu'il a dit sur l'intérêt national, comment aujourd'hui, dans le contexte qui est un contexte beaucoup plus transformé de mondialisation, beaucoup plus compliqué et complexe, comment on peut nous donner des solutions aujourd'hui aux jeunes. Donc ceux qui l'ont tué, c'est leur responsabilité, ils vont répondre devant les lois. Oui, je veux dire. Mais je ne veux pas qu'aujourd'hui qu'on prenne Sankara de le comparer à Cheikh Anta Diop. Ce n'est même pas comparable. Cheikh Anta Diop, donc il est dans une dimension intellectuelle qui n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc leur apport dans la société ne sont pas pareils. L'aspect du nationalisme, l'aspect du truc, c'est bien. Et je veux dire, je préfère moi avoir quelqu'un qui n'est pas nationaliste, mais qui apporte des solutions. Mais quelqu'un qui est nationaliste, je n'ai rien contre, mais ça veut dire que les solutions des jeunes. Aujourd'hui, si vous voyez les problèmes des jeunes qui s'embarquent dans Boko Haram ou autre, si vous voyez des problèmes des jeunes qui prônent le Che Guevara et consorts, je n'ai rien contre. Mais ce problème parce qu'ils manquent de repères dans leur propre société. Notre analyse aujourd'hui, en tant que responsable de la société civile, c'est de se dire pourquoi, de comprendre pourquoi ils ont besoin de ces référentiels. Peut-être qu'ils voient qu'avec l'ouverture de la mondialisation, tous les anciens colons qui arrivent, qui prennent des sociétés à gauche à droite. Peut-être que c'est ça. Peut-être que. De savoir pourquoi ce référentiel est toujours à jour. Pourquoi aujourd'hui on est toujours rivé sur ce passé. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la résolution de problèmes qu'on veut poser sociétal.
Les problèmes donc de société, les problèmes sociétaux sont là, l'emploi des jeunes, les trucs, tout ça et tout est là. Est-ce que le fait de rentrer dans des icônes, c'est comme les Chinois qui rentrent dans Mao, qui restent, c'est comme les Cubains qui restent dans Che Guevara ou dans le truc. Mais c'est bien d'avoir ces icônes par rapport à leur époque. Mais c'est de vivre aujourd'hui dans son époque et apporter des solutions tangibles. C'est ça. Michel Ndoye, est-ce que depuis Sankara, les Kouroumans et les autres, il y a eu un bond qualitatif dans la façon de gérer le leadership en Afrique? Écoutez, je pense que les années 90-2000 ont été quand même des années où l'Afrique a bougé, où l'Afrique, effectivement, dans le domaine de la démocratie, a inventé des choses dans le monde. La plupart des institutions démocratiques indépendantes, les CENI, les Sénats, moi je vois de grands théoriciens de la science politique en Europe qui disent, mais écoutez, est-ce que nous aussi nous n'allons pas inventer ça? Ce qui manque, et effectivement, lui il a raison. 90, est-ce que c'est pas après le sommet de la Baule? Les conférences nationales, tout ça, ce sont des théories. Il faut regarder ce qui s'est passé au Bénin, la discussion. Et c'est aujourd'hui, avec la crise que nous avons, il manque une pensée africaine de la démocratie. C'est ça que dit H.L. Mbembe. Et ça ne peut pas se régler par effectivement une espèce d'afrocentrisme émotionnel et puis qui fait que tu as la haine pour l'autre. Non, je suis d'accord avec lui. On est dans l'ère de la mondialisation et dans l'ère de la complexité. Il faut savoir penser complexe. Et c'est ça, c'est ce que dit Edgar Morin de façon globale. Donc moi je dis, ce qui nous manque, c'est en réalité de quitter les tableaux un tout petit peu, d'être dans les plateaux de télé, ok, mais mettre en place des mécanismes des think tanks pour repenser notre économie, repenser notre système démocratique qui est en crise et qui menace l'existence même de nos États. Parce que même, nous ne sommes même pas capables d'assurer notre propre sécurité. Parce que quand même, l'aveu du président Macky, il faut y réfléchir. Un Turc lui dit, là-bas, voilà, vous avez des terroristes, arrêtez-les. Alors que nous disons que nous avons une intelligence, des machines, des trucs là. Donc, c'est vrai que le monde est très interconnecté parce qu'effectivement, même les pays occidentaux ne sont pas épargnés. Je suis d'accord, mais je pense que... Parce qu'il y a des Sénégalais qui sont en Syrie, qui sont passés à Dakar, et qui sont allés vers la Turquie pour aller en Syrie. C'est franco-sénégalais. C'est la coopération judiciaire, ça c'est normal. C'est la coopération internationale. C'est normal, hein, parce qu'aujourd'hui... c'est très difficile, parce qu'effectivement, le monde est complexe aujourd'hui. Ce sont des idéologies très diffuses. Lui, il a raison. Le monde est complexe. Hein? Dans, effectivement, l'analyse que nous avons faite, on a dit, tiens, la jeunesse, je pense que c'est ça la bombe en Afrique. C'est la véritable bombe démographique en Afrique. Sûr. Vous avez ceux qui travaillent, vous avez ceux qui n'ont pas de travail et qui font la révolution. D'autres qui n'ont pas de travail. C'est la même génération qui sont dans Boko Haram, dans tous les mouvements où il y a. Et il y en a d'autres qui sont en train de mourir dans la mer et dans le désert. À tout prix. Quittez. Agadez, oui. Avec quittez le continent à tout prix. De l'observateur. Et vous avez d'autres qui sont dans les confréries. Et qui maintenant parce qu'ils essaient de se retrouver autour des confréries. C'est là, c'est la raison que c'est dangereux parce qu'on en a vu donc Jim Jones et consorts qui vont faire suicider des milliers de personnes parce qu'ils les écoutent comme des bons dieux. Et c'est ça, c'est un problème. Il n'y a plus d'idéologie politique qui fonctionne. L'économie, nous avons par exemple les gens qui disent qu'ils connaissent tout, c'est comme ça qu'il faut faire. Les élites politiques, ça a été le effondrement aux États-Unis et en Europe. Donc il faut au Sénégal un plan Sénégal éducation. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut une réflexion globale. L'éducation est fondamentale aujourd'hui pour pouvoir développer n'importe quel pays. Sans éducation, je dis, on est dans une bataille intellectuelle mondiale, l'économie de la connaissance. Absolument. Au niveau mondial, toutes les grandes batailles au niveau mondial, c'est sur la propriété intellectuelle. Les très grandes batailles mondiales, ce n'est plus sur des histoires, mais c'est la connaissance. Si on ne développe pas la connaissance, et le Sénégal a beaucoup de fait, parce que tous les présidents, l'université de Dakar se sont formés ici. On a vraiment un leadership dans ce domaine, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Voilà, le temps que vous êtes parti est terminé. Je suis désolé. Michel Ndoye, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ahmad Soumaré, président du Centre africain pour la nouvelle économie. Merci d'avoir été avec nous. À la technique, Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart
it's not open. RFM Radio Futur Média 94 FM.